Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 87. Aujourd'hui nous sommes vendredi et le vendredi c'est un tour d'horizon complet sur les cryptos. Donc nous allons voir ensemble l'actualité crypto, les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les tendances, l'analyse graphique, Bitcoin, Ethereum et les pre-sales. Allez, je vous propose de démarrer dès maintenant, on y va. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le Bitcoin est à 29 184 $. Ça y est, on est repassé au-dessus des 29 000 $. Ça, c'est pas mal. Et l'Ethereum, quant à lui, est toujours poussif, à 1840 $. Côté capitalisation totale du marché crypto, donc c'était à la clôture ce matin, 1h du matin, on est à 1210 milliards de dollars. Donc un peu en deçà par rapport au dernier Kaiser News, on en a un petit peu perdu. On était à 1220 milliards de dollars, je crois. Donc effectivement, on a perdu 0,54%. C'est pas mal hein, quand même pour un marché global. Et la veille, 0,58%. Donc bon, ça s'est un peu enchaîné là. Par contre, le Bitcoin, lui, il a augmenté de 0,15%, donc c'est lui qui a mieux performé hein, apparemment. 0,15% ici. L'Ethereum, lui, donc il a perdu 1,37%, ce qui est quand même pas mal. Et les altcoins de leur totalité, c'est-à-dire les cryptos moins le Bitcoin et l'Ethereum, eux, ils ont perdu 1,01%. Donc forcément, le Bitcoin a mieux performé que les altcoins et que l'Ethereum. Hein. Donc ça se retrouve au niveau de la dominance. Pour rappel, ici, on est en vision hebdomadaire. Et ce qu'on peut voir, c'est cette bougie verte ici. La dominance du Bitcoin a repris de la couleur. Hein, donc forcément, on est revenu au-dessus des 50. Est-ce que ça va se poursuivre à la hausse? Ça, c'est toute la question. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire hein, que ça va plutôt latéraliser après repartir vers le sud. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à parler des ETF Ethereum, et ça pourrait effectivement inverser un petit peu la tendance. On verra ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Côté sentiment crypto, le Fear and Greed, ce qu'on peut voir, c'est qu'on se maintient toujours. Hein. On a repris 2 points, on est maintenant à 54, on est limite euphorique, hein, on est vraiment entre les deux. Bon, de toute façon, c'est encore une fois, hein, je le dis maintenant depuis pas mal de temps, on reste dans un range, c'est un petit peu soporifique, un peu pénible même, j'ai envie de vous dire. Donc il faut vraiment se focaliser sur les bons projets, hein. Il y en a qui pump, mais bon, il faut vraiment étudier. C'est pas toutes les cryptos qui pump, sinon ça serait trop simple. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des nouvelles. Je vais vous les expliquer tout à l'heure. On verra ça dans la partie actualité. Quand j'additionne les nouvelles, ça reste globalement quand même assez positif. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est légèrement vers l'euphorie. Pour le reste, sur l'évolution, j'ai pas grand-chose à dire. On a maintenant vraiment une trendline qui est quasiment horizontale. On est vraiment au niveau des 55, 54. On est repassé sur un cran, on est repassé un cran au-dessus quand même. On est même un peu plus globalement maintenant positif que neutre ou négatif. Est-ce que ça va perdurer? C'est tout à fait possible, nous verrons bien. Je continue maintenant avec notre fameux Rainbow BTC, hein, parce que pour rappel, nous sommes le vendredi, et le vendredi c'est un peu plus élargi. Donc le Rainbow BTC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une représentation du cours du Bitcoin sous forme d'un arc-en-ciel. Hein. Cette représentation est assez intéressante parce qu'on voit les alternances entre les bull run et les bear market hein, d'une façon assez nette, comme on peut le voir ici. Et on peut voir d'ailleurs que les bull market ne sont pas tous égaux. Hein. Il y en a des bull market assez puissants ici hein, qui touchent le bord de l'arc-en-ciel et d'autres un peu moins puissants, comme le dernier qu'on a eu où beaucoup se sont fait avoir. On pensait évidemment que cette vague-là allait, allait continuer, allait performer un peu plus pour venir mourir sur le haut de l'arc-en-ciel. Et bah pas du tout, elle a été flat et on est reparti direct à la baisse derrière. Ça a été un peu dur. Mais bon, maintenant, chat échaudé, crâne froide, hein. Bien évidemment, on apprend des échecs, c'est toujours pareil. Donc en tout cas, sur ce graphe, qu'est-ce qu'on a en plus? On a les périodes de halving. Périodes de halving qui sont tous les 4 ans, ici, vous voyez. Et ce qu'on remarque donc, c'est que pour les périodes de halving, à chaque halving, en fait, nous avons un bull run peu de temps après qui s'amorce. Donc comme on peut le voir ici, comme on peut le voir ici, et comme on peut le voir ici. Et donc le prochain halving étant à partir de mars 2024, et donc il est probable qu'ensuite s'amorce un nouveau bull run. Donc ça débuterait, à mon sens, plutôt mai-juin, pour après, voilà, doucement jusqu'en 2025, où on aurait le top du bull run. Ça durerait à peu près un an, donc juillet, août, septembre, octobre 2025, on aurait le top du bull run, et après on repartirait en bas. Enfin, en tout cas, c'est mon plan aujourd'hui, ce sont mes prévisions. Donc, de toute façon, il faut mieux partir, il faut toujours partir sur un plan. Moi, je trouve que ce graphe, il est assez représentatif, il a été un petit peu affiné au cours du temps. Bon, il faut, quitte à se baser sur quelque chose pour prédire le futur, autant regarder le passé, et avec une vision comme celle-ci, ça me paraît intéressant. Ce que je vous ai noté également ici, donc ça c'est la limite basse de l'arc-en-ciel au 4 août 2023. Donc ça veut dire qu'ici, la limite là, ici, elle est égale à 17 211 $. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si je me base sur le passé, aujourd'hui, à cette date-là, à l'heure où je fais la vidéo, le Bitcoin ne pourra pas revenir en deçà des 17 211 $. Encore une fois,
n'en déplaise au bear. Mais pour moi, voilà, la probabilité est extrêmement faible. Et je vous ai également rajouté, comme je le fais chaque semaine, à la fin de l'année, au 31 décembre 2023, le Bitcoin ne pourra pas passer en deçà des 20 015 $. Et rapidement, concernant maintenant le prochain bull run, donc aujourd'hui on est dans un bear market, bien évidemment, bear market qui ne s'apparente pas tout à fait à celui-ci qui était très soporifique, hiver crypto total, la misère, ni à celui-ci qui était beaucoup plus funky, petite dose d'adrénaline sympathique. C'est plutôt ça plus ça finalement, hein. C'est ça version lycée en fait. Mais donc ça provoque finalement un bear market un peu plus haut dans l'arc-en-ciel. Je pense qu'on peut même aller titiller le vert clair, hein. Je pense qu'on peut y aller. Alors évidemment, on peut avoir des retours de flamme derrière, mais jamais en deçà de la limite qu'on s'est fixée ici. Je continue maintenant avec un autre graphe qui est important, c'est celui de la fameuse saison crypto. Donc nous sommes restés longtemps dans la Bitcoin saison. Bitcoin saison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends les 50 premiers altcoins et je regarde combien d'altcoins superforment le Bitcoin sur les 90 derniers jours. Si on a plus que 75%, alors on est dans une altcoin saison. Bien évidemment, ça veut dire que la plupart des altcoins performent le Bitcoin, donc on est dans ce qu'on appelle la altcoin saison. C'est tout à fait logique. Par contre, si on a moins de 25% qui performent sur le Bitcoin, alors c'est vrai que c'est le Bitcoin qui est roi et donc on rentre dans une Bitcoin saison. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pas mal de temps? On est vraiment dans une Bitcoin saison et là on a réussi à franchir cette fameuse barrière des 25% pour venir titiller les 33. Et là, maintenant, nous redescendons, ce qui est tout à fait logique. On l'a vu avec la dominance du Bitcoin. Hein, le Bitcoin a repris l'ascendant sur les altcoins. Donc forcément, nous retournons, nous replongerons vers la Bitcoin saison. Alors, on peut tout à fait travailler la zone, hein, comme on avait fait ici. Ici, on avait pas mal travaillé aussi la zone. Donc, il est fort à parier qu'on fasse exactement la même chose, qu'on latéralise, voilà, qu'on range un peu avant de vraiment repartir vers la altcoin saison. Mais en tout cas, voilà, ça prouve bien que ça commence à frémir. Hein. On n'est plus du tout dans ce contexte-là où on se battait à G4, G6, G5. Là, maintenant, voilà, ça a commencé à prendre. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut le temps que ça démarre. Voilà, il peut y avoir quelques secousses, ça peut tousser un peu. C'est ce qui va de toute façon se passer. Donc, il faut vraiment prendre son mal en patience. Et puis après, je pense que progressivement, on va retourner vers la altcoin saison. De toute façon, il n'y a aucune raison. Hein, ça reste des cycles à tout ça. Hein. On alterne entre voilà, les phases de altcoin saison, altcoin, Bitcoin, altcoin, Bitcoin, altcoin, Bitcoin, altcoin et Bitcoin. Et altcoin. Vous voyez? Voilà, tout ça c'est cyclique. Il faut juste être patient. Pour rappel, le temps, c'est le meilleur ennemi des traders, mais effectivement, celui qui sait être patient, alors il n'a pas de problème, parce que quoi qu'il arrive, ça reste des cycles. Alors, plus ou moins long, mais ça reste des cycles. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique. Donc, comme d'habitude, en haut, nous avons le Bitcoin. Alors, nous sommes vendredi, donc vision hebdomadaire. En bas, nous avons l'Ethereum. Pareil, vision hebdomadaire. Donc, sur le graphe, qu'est-ce que je peux indiquer? Donc, déjà, nous pouvons voir, hein, nous avons touché ici notre fameuse résistance. Je vous l'ai dit depuis des semaines, voire des mois, c'est une résistance qui va être extrêmement compliquée à franchir. Celle-ci, c'est une résistance moyen-long terme. Et pour la franchir, il va vraiment falloir venir la travailler, la titiller, etc. On pourra peut-être la franchir, mais très rapidement en journalier. Mais rappelez-vous, une résistance long terme, c'est pas parce que pendant 3 jours, on est au-dessus qu'on l'a franchit. Ok ? Il faut vraiment que ça soit validé avec des clôtures mensuelles. Celle-ci, c'est même pas hebdomadaire, c'est mensuel qu'il faut la valider. Donc, patience, on a le temps. Pour le reste, donc moi j'avais identifié quand même celle-ci, ce support-là, enfin ce niveau-là, les 28 000 $, c'est un niveau qui a été pas mal travaillé par la Lagging Spine, qui pour rappel est une représentation des clôtures du Bitcoin 26 périodes dans le passé. Donc ça avait été, voilà, la Lagging Spine, bon là on n'en voit pas plus que ça, mais bon, ça avait pas mal travaillé ici. D'ailleurs, on est reparti. Là, on est revenu buter ici. On a réussi, paf, à la refranchir derrière. Donc, ça peut tout à fait revenir titiller ce niveau-là. Pour moi, le range, il est entre les 28 et les 31. Est-ce qu'on peut mécher en bas? Peut-être, mais en tout cas, le cours de clôture, voilà, le range, il va être entre ça et ça. Donc, en tout cas, c'est ma perception des choses. Hein. Je peux me tromper. Après, il peut y avoir un range élargi si vraiment ça passe en dessous. Et dans ces cas-là, la partie basse du range serait la Kijun hebdomadaire qui se situe aux alentours des 25 400 $. Pour le moment, moi, je pense que ce niveau-là peut tout à fait tenir, ce support. Donc, on est venu ici. Est-ce qu'on va partir plus bas? C'est possible. On est revenu sur la Taycan. On pourrait aller venir frôler ce niveau-là encore. On pourrait redescendre un petit peu. Ou alors, là, vraiment, c'est au doigt mouillé. Je ne peux pas vous dire. En plus, là, on voit bien qu'il y a une énorme hésitation de la part du marché. Ce que je peux juste vous dire, c'est que dans 2 semaines, à mon sens, on devrait commencer à repartir vers le nord parce que la Taycan qui est ici, là,
Alors la semaine prochaine, elle va rester à ce niveau-là. Pour rappel, hein, la TCAN est calculée sur les 9 périodes précédentes. Donc on prend le point bas, le point haut et on prend la moitié et ça nous donne la TCAN. Okay, pour le moment, ce point bas ici et ce point haut ici rentrent dans le calcul de la TCAN. Mais dans 2 semaines, ça va être éliminé, ça va être éliminé. On va repartir ici. Donc dans 2 semaines, elle devrait commencer à monter, la TCAN, à peu près à ce niveau-là. Et par contre, dans 3 semaines, elle devrait être à ce niveau-là à peu près. Et donc la TCAN, comme ça peut servir quand les prix sont au-dessus, ça sert de support. Et donc ça pourrait donner une impulsion au prix pour revenir titiller un petit peu la résistance du haut. Donc moi je pense que dans 2 semaines en tout cas, si évidemment les prix ne tombent pas en dessous de la valeur de la TCAN actuelle, donc si on ne retourne pas en dessous des 28 000 $, on pourrait tout à fait avoir une hausse des prix dans les 2 semaines, c'est tout à fait probable. Bon, c'est ce que je peux lire avec cette analyse-là rapidement avec vous. Pour le reste, on verra. Sinon, la lagging span, elle est bien dans ce nuage hebdomadaire. Ici, les prix, on est au-dessus de la TCAN, au-dessus de la Kijun. Donc, on a quand même, même si c'est neutre, habillé légèrement haussier. Donc, on verra bien. Pour le reste, côté Ethereum, alors là, par contre, vous voyez, là, la lagging span, elle est sortie du nuage hebdomadaire. Donc, à mon sens, ça corrobore encore un petit peu plus le fait que, à mon sens, le cours de l'Ethereum devrait repartir au nord pour que la lagging span réintègre le nuage. Ça serait quand même étonnant vraiment qu'on clôture en dessous du nuage, tout comme ce niveau-là, qui est un niveau qui est assez important, les 1870. On peut voir qu'on a beaucoup travaillé aussi avec la lagging span. Et donc, à mon sens, comme la semaine n'est pas finie, il y a tout à fait de fortes probabilités qu'on vienne clôturer au-dessus. Et après, qu'on continue comme ça à végéter un petit peu au-dessus de ce niveau pour repartir à la hausse. Maintenant qu'on a franchi ici la TCAN mensuelle, il n'y a plus vraiment de frein pour que l'Ethereum il parte au nord. D'autant plus qu'on a les ETF Ethereum qui arrivent. Donc, pour moi, il n'y a pas... Voilà, pour moi, ça devrait repartir au nord, mais bon, après on verra. Et donc, à mon sens, le range, il se fait entre la Kijun, les 1752 et le 2236 sur Ethereum. Je continue, mais le range, il va durer longtemps, je vous le dis. Là, on est là, j'essaie de vous dire un petit peu ce que ça va faire là dans les 2-3 semaines, mais de toute façon, jusqu'en mai 2024, ça va continuer comme ça à ranger. Donc, prenez votre mal en patience. On ne va pas les franchir tout de suite, ces résistances-là. Donc, il faut vraiment prendre ce mal en patience. Pour le reste, ce que je peux vous dire, c'est que sur le calendrier économique maintenant, on a pas mal de choses qui se sont passées sur le calendrier économique. Ça, je vous en avais parlé, c'était côté Chine. C'est en deçà des 50, c'est mollo. La reprise en Chine, c'est pas encore ça. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a ici? Initial Jobless Claims. Donc là, c'est vraiment conforme à ce qu'on attendait pour une fois, j'ai envie de vous dire. Ok, donc pas trop d'impact ça par rapport à l'inflation. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tac. L'ISM Non Manufacturing PMI. Donc ça mesure l'activité au niveau des services. Et au niveau des services, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est à 52,7. Alors effectivement, on est en dessous de ce qu'on a prévu. Donc ça, quelque part, c'est bien pour l'inflation. Entre guillemets, moins bien pour l'économie, mais bien pour l'inflation. Mais on est encore au-dessus des 50. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une expansion de l'activité dans le secteur des services. Donc il faut faire attention aussi. Plus l'économie, c'est toujours le grand écart entre l'économie et l'inflation. Si l'économie va très bien, attention à l'inflation et vice-versa. Donc voilà, donc il faut quand même rester un peu timoré parce que pour rappel, en septembre, on va avoir encore une décision de la Fed sur une hausse éventuelle des taux. Et je ne sais pas si celle-là, on l'a pricée dans les marchés, donc il faut faire gaffe quand même. Et d'autant plus que regardez là, les prix des services, c'est de 56,8, beaucoup plus. Ça veut dire que les prix augmentent. Qui dit prix augmente, dit inflation qui augmente. Donc ça, c'est limite, ça peut être considéré comme un indicateur d'inflation. Donc vous voyez, ça, c'est pas bon. Alors, sinon, côté non-farm payrolls, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que 187 000, on attendait 200 000. Ok, bon, ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de salariés hors secteur agricole aux États-Unis qu'attendu. Bon, sur le mois de juillet, donc ça c'est pas mal. Par contre, ce que je vois là, c'est que le taux de chômage, lui, il a baissé. Le taux de chômage, il a baissé de 0,1. Bon, bah ça, du coup, c'est pas terrible non plus pour l'inflation. Voilà, donc grosso modo, ce que j'ai envie de vous dire, moi, à la lecture de ces chiffres, j'ai pas du tout l'impression que l'économie américaine se tarit, stagne, etc. J'ai même plutôt l'impression que ça repart. Et qui dit économie qui repart, dit attention à l'inflation qui, elle aussi, pourrait repartir. Donc, il faut bien scruter ça, faire attention à ces chiffres-là, parce que, encore une fois, le but de la Fed, c'est vraiment de limiter l'inflation. Et donc, quitte à mettre en péril, entre guillemets, l'économie, ils agiront, eux, sur l'inflation. Alors sinon, pour les nouvelles, ce que je peux vous dire, je vous ai mis 4 petites news ici. Alors on a MicroStrategy, je pense que vous avez tous suivi MicroStrategy, où finalement, ils auraient décidé de vendre pour 750, 780 millions
d'actions pour racheter du Bitcoin derrière. Donc il continue encore l'achat frénétique du Bitcoin. MicroStrategy, c'est un vrai pari, hein. Franchement, ils y croient mais énormément, donc bravo à eux et merci à eux pour l'écosystème crypto, parce qu'on a besoin de sociétés comme ça qui investissent dans le Bitcoin, on a besoin de grands patrons comme ça qui croient au Bitcoin et qui l'affichent ouvertement, donc ça c'est quand même bien. Pour le reste, Curve, alors Curve, je pense que vous en avez tous également entendu parler, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Curve, bah oui, Curve, il s'est fait hacker, et ça fait hacker méchamment, hein. 60 millions de dollars qui ont été dérobés, faut le savoir. Donc ça, c'est quand même énorme, énorme, énorme. Tout ça à cause d'un langage, hein. Pour rappel, le Viper qui est beaucoup moins utilisé que le Solidity, donc forcément il est moins éprouvé, et qui dit moins éprouvé, dit forcément quelques failles qui n'ont peut-être pas été vues. Ça a été le cas, ils sont engouffrés dedans. Je peux vous dire que là c'était le carnage. Je peux vous dire que là il y en a plein qui ont recherché toutes les DEX, toutes les applis des apps, etc. qui sont sur Viper pour essayer d'attaquer, hein. Ça c'est sûr. Bon, en tout cas, 60 millions. Et donc, il y a un ultimatum qui a été lancé, du coup, par la fondation Alchemix, etc., contre la personne qui a commis le délai, donc contre le hacker. Et donc, il a jusqu'au 6 août, 8h UTC, pour rendre 90% de l'argent. S'il rend 90% de l'argent, alors, il sera complètement blanchi, il n'y aura aucune attaque, etc. Limite, c'est un beau trophée, bravo à lui, bien joué. Il faut reconnaître quand même qu'il fallait le faire, accessoirement. Si jamais il ne rend pas l'argent, dans ces cas-là, des poursuites seront établies, des recherches, etc. Et les 10% qui auraient été destinés au hacker sera du coup donné à la personne qui permettra l'identification du hacker. Donc voilà, le temps passe. On verra bien s'il toque à la porte. Bon, en général, il toque quand même aux portes, hein, mais bon, on verra bien. Des fois, elle n'a pas du gain, vous savez. Mais bon, moi, enfin, j'aurais été le hacker, j'aurais accepté accessoirement, hein. Je préfère garder les millions, être tranquille, plutôt qu'être entre guillemets en cavale et partir derrière. Bon, on verra bien. Ensuite, la SEC. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Ah oui, la SEC, oui, bien sûr, Ripple. Il y a 2 jours, un juge fédéral de New York, Jed Rakoff, a statué que le Ripple était une securities. Mais pas que pour les institutionnels, pour les particuliers également. Allez, on est reparti pour un tour. Rebelote, on repart au début. Il y avait Annalisa Torres qui, elle, avait statué, comme vous le savez, hein, que c'était effectivement un securities pour les institutionnels, mais pas pour les particuliers. Donc, tous les exchanges étaient, entre guillemets, graciés. Ah, là, ça remet tout en cause. Mais bon, c'est vraiment ça aux États-Unis, hein. C'est le flou juridique, on navigue à vue, super compliqué. Franchement, il y a 2 juges, ils disent 2 choses différentes. Donc au final, comment on peut avancer là-dedans? C'est un peu compliqué. Il y a le Congrès, hein, qui aimerait bien s'emparer d'ailleurs du sujet pour essayer de voter des lois, hein, qui soient un peu plus claires, mais c'est un peu compliqué parce qu'apparemment l'administration Biden ne veut pas entendre parler du Bitcoin, etc. Bref, aujourd'hui, avec l'administration Biden et la SEC, faire du business aux États-Unis sur les cryptos, c'est extrêmement complexe. Et je vais finir ici avec le logo ici que vous connaissez tous, c'est le logo Ethereum exactement. Et pourquoi je l'ai mis? Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo. Exactement, l'ETF Ethereum qui arrive, hein. Donc il y a eu aujourd'hui, apparemment, il y a une frénésie autour des ETF Ethereum qui commencent. Et il y a eu plus d'une dizaine de demandes qui ont été déposées auprès de la SEC. La pauvre SEC, un peu plus là, entre ces procès, les demandes qui arrivent, BTC, Ethereum, etc. Voilà. Et encore, hein, c'est que le début, hein. Et donc au final, voilà, donc ça peut être une bonne nouvelle aussi, hein, parce que du coup, ça pourrait être ça un catalyseur pour justement qu'il refranchisse sa résistance des 1870 ici. Allez, nous continuons maintenant avec l'analyse du top 15 crypto. Alors, on a quoi? Ethereum, ok, tac, 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 ça c'est bon. Donc Ripple, Ripple avec ce que je viens de vous dire, la SEC, etc. Il reprend encore 3% dans les dents. On est maintenant à 0,67. On est arrivé à 0,92 quand même, hein. Belle baisse, hein, de Ripple là, hein. Ensuite, les dégâts, ça c'est bon. Le liquid staking, c'est toujours bien. Dogecoin. Ah, il est monté d'une place, ce Dogecoin, hein. Donc, il a dépassé Cardano et Solana. Bon, ça, nous savons tous pourquoi. C'est l'effet Musk, hein. On sait que Musk prépare quelque chose avec X, Twitter. Quelque chose dans la crypto. Il prépare quelque chose. Et apparemment, le Doge, effectivement, il serait en bonne position pour faire partie de cette nouvelle fonctionnalité qui est en train d'être soit designée, soit implémentée, je ne sais pas trop. Mais voilà, le Doge, là, il faut le surveiller. Pour le reste, alors après, est-ce que c'est que de la spéculation? Bon, il faut faire gaffe quand même. Pour le reste, Cardano a reperdu 2%, Cardano, hein. Cardano, mais il est quand même au-dessus encore de Solana, parce que Solana a aussi perdu 2%, donc au final, ça reste convenable au vu des autres performances des cryptos, hein. Donc les deux là, attention, ils se tirent à la bourre, mais Cardano a pris le dessus, hein. On est à 10 milliards ici, 9 milliards ici, 1 milliard de différence quand même.
Pour le reste, Tron a pris 1%. Tron, il faut savoir quand même que Tron a proposé à Curve de renflouer les caisses de Curve, parce que vraiment, ils étaient dans la panade Curve. Là, ils retrouvent un petit peu des couleurs. Mais c'était délicat, et donc Tron a mis la main à la poche aussi pour refinancer. Et il y en a beaucoup de l'écosystème crypto qui ont participé pour maintenir Curve à flot quand même, il faut le savoir. Pour le reste, Polkadot a reperdu 2%, le Polygon également, ils ont tous les deux pris une place au détriment du Litecoin, qui a encore perdu 4% le Litecoin quand même, 83,45. Bah alors le Litecoin, bon il y a peut-être un petit effet aussi halving, il faut attendre un peu pour que ça reparte derrière. C'est pareil, quand on aura le halving du Bitcoin, il ne faut pas s'attendre dès le lendemain, ça y est, le voir décoller. Il faut du temps, voilà, c'est pas immédiat. Donc, mais c'est intéressant, on va pouvoir suivre l'évolution du Litecoin et essayer de faire des projections derrière, ça pourrait être pas mal. Bref, en tout cas, ceux qui avaient parié sur le halving pour directement un décollage direct to the moon, ceux-là, faut qu'ils prennent un peu aussi leur mal en patience. Et le Shiba Inu, plus 1%, il aiguise ses lames, lui, Franchement, Shiba Inu, alors c'est vrai qu'eux, ils sont en train de bosser. Il y a le Shibarium, donc le fameux Layer 2 Ethereum, qui va bientôt sortir. Je pense qu'il est même en test. Il faut le surveiller, le Shiba Inu. Ils veulent vraiment sortir de leur carcan Memcoin. Ils veulent aller au-delà. Il faut surveiller le Shiba Inu. D'ailleurs, il faut que je le rajoute dans ma liste spéciale crypto à surveiller, celui-ci. Allez, je continue maintenant avec les cryptos du coup qui performent bien. Donc, capitalisation 1 à 250. Là, on part vraiment dans les grosses capis, celles qui sont moins risquées tout en sachant que c'est risqué, bien vu, bien vu. Combien dans le portefeuille? 75% minimum, tout à fait. Dispatching BTC ETH, 50%, très bien. Et quel ratio entre les deux? C'est comme vous voulez, exactement. Alors, on commence avec le Référum, qui a pris 36% sur la journée d'hier. Très bien, Référum. Alors, j'ai l'impression qu'on a pris d'ailleurs quasiment les mêmes tableaux que le dernier Kaiser News. Ça a autant pumpé. Donc, Référum, ça, c'est une plateforme pour visionner les streams de gaming, en fait, tout simplement. Donc, lui, il a pris 36%, parfait. Unibot, j'en ai beaucoup parlé aussi, Unibot. Rappelez-vous, c'est un bot de trading on-chain qui est sorti sur Telegram et du coup ça permet de faire du trading 6 fois plus rapidement que sur de l'Uniswap par exemple. C'est vraiment bien fait, moi j'ai regardé, en plus on peut faire pas mal de types d'ordre. On a le up, le down, c'est-à-dire est-ce qu'à une date donnée le prix de cet actif sera supérieur, voilà, moi je parie que oui, dans ces cas-là, s'il est vraiment supérieur, j'ai bon, sinon c'est pas bon. Le down c'est inférieur, le in c'est dans un range, toujours à une date donnée, et le out c'est hors du range. Donc on peut faire tout ça avec Unibot, c'est extrêmement rapide, c'est bien fait. Donc franchement, 18%, très bien, 204e maintenant. Ensuite, Flexcoin, 9%. Ça, j'en ai pas mal parlé aussi de Flexcoin. J'en ai parlé notamment avec Open Exchange Token, parce qu'il faut savoir que Flexcoin, c'est allié à Three Arrows Capital. Vous savez, le fonds qui a fait faillite lors de l'effondrement de Terra Luna. Bon, bref, ils sont liés tous les deux, donc Flexcoin et Three Arrows Capital, pour créer un nouveau type d'exchange. Un exchange qui permet d'être complètement transparent avec les utilisateurs. Ce qu'on reproche finalement aujourd'hui, entre FTX, etc., complètement opaque. Et donc cet exchange, ce qu'ils ont prévu, c'est qu'il y ait des audits qui soient communiqués à intervalles réguliers. De l'audit en temps réel. Comme ça, on pourra tous voir ce qui se passe dans l'exchange, ce qui est une bonne idée. Et en plus, ça permet aussi un rachat des créances, parce qu'ils connaissent bien les créances sur Rose Capital, et ils ont fait faillite. Donc voilà, c'est ça. Et donc, bref, ça s'appelle Open Exchange. Ce nouveau exchange qui va voir le jour en partenariat avec Flexcoin et Three Arrows Capital. Et donc Flexcoin va changer de nom, il va s'appeler Open Exchange. Voilà, donc limite ça va disparaître. Donc je pense que c'est à cause de ça qu'il y a ce petit pump et qu'on parle beaucoup de Flexcoin. Harry Potter, Obama, Sonic. Alors ça je vous en ai parlé aussi, il a repris 76% sur 2 jours. Et le pire c'est que j'en ai pas acheté, je me suis dit mais celui-là laisse tomber quoi. Mais comme quoi, on peut jamais savoir. Harry Potter, Obama, Sonic, c'est le truc hyper laid, déjà. Je vous l'avais dit, il y a une semaine. Je vous dis ça, c'est super laid, mais ça marche quand c'est laid. Mais je ne pensais pas que ça allait encore plus haut, 67% quand même. Grosso modo, ils ont pris ce qu'il y a de plus moche. Alors, ils ont pris que des noms connus. Le Harry Potter, Obama, Sonic, etc. Ils ont fait un site super moche, tout est laid. Mais, là où ils ont été malins, c'est que déjà, tout le monde connaît Harry Potter, Obama, Sonic. Et en plus, il s'appelle Bitcoin. Voilà. Et donc moi, je vois ça gros comme une maison. Il y a tous les nouveaux qui arrivent. Ils vont se dire, tiens, je vais acheter du Bitcoin, ETF, etc. C'est super. Et ils vont regarder Bitcoin. Ah, voilà, Bitcoin, super. Ils vont acheter ça. Et au final, ils vont se retrouver avec des Harry Potter, Obama, Sonic. Bon, pour le moment, c'est vrai que c'est une bonne chose qu'il prend de la valeur. Il a encore pris 111 places. Mais quand il va avoir leur tour de flamme qui va arriver, là, ça va leur faire tout drôle.
Ensuite, Flexcoin, j'en ai parlé, et Open Exchange, du coup, je vous en ai parlé, hein, voilà, ils ont pris 28 et 20% respectivement. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Ethereum, j'en ai parlé, Flexcoin aussi, et le Bitcoin Gold qui a pris 18%, il augmente aussi tout ce qui a Bitcoin à l'intérieur. C'est vrai que ça prend de la valeur, hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Le Bitcoin Gold, hein, pour rappel, c'est un fork du Bitcoin que l'on peut miner avec des GPU, contrairement aux ASIC. Les ASIC, c'est vrai que ça coûte cher, les GPU, c'est moins cher, et en plus, ça permet d'être davantage décentralisé. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée, hein, ceci dit, hein, le Bitcoin Gold. Hein. Et donc voilà, il a pris 18% en plus. Allez, continuons avec maintenant les fameux tokens Orange. 15% dans votre portefeuille, capitalisation 251 800, on se rapproche des petites capitalisations quand même. Et nous commençons avec Rai Finance qui a pris 26%. Alors ça propose un agrégateur de liquidité sur Ethereum et Polygon. Alors il n'y a pas beaucoup d'assets, hein, je crois qu'il y en a 10 tout au plus. Il y a également un social hub, mais ça il n'a pas été alimenté, ça fait à peu près 2 mois. Par contre, il faut également ce qu'on appelle du social trading. Et donc c'est des personnes qui vont regrouper des actifs que l'on pourra trader. Donc ça va faire en fait un panier d'actifs. Par exemple, on a le panier, je crois, LSD, qui sont donc du liquid staking, qui regroupe les tokens LDO, RPL, alors donc Lido, Rocket Pool, Fragshare et Yed Finance, je crois, à hauteur chacun de 25% dans l'espèce de panier. Et du coup, ça nous permet de trader à panier d'actifs. Donc l'idée est bonne, hein. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris 26%. C'est pas mal aussi de pouvoir partager son risque entre plusieurs assets, pourquoi pas. Ensuite, on a Angur qui a pris 17%. Donc ça, c'est une plateforme de paris en ligne. Hein. On peut parier donc notamment sur le sport, MMA, etc., sur les cryptos, etc. Ensuite, nous avons Yeldit Games qui a pris 14% sur les dernières 24 heures, 32 places en plus. Bon, ça, c'est pas compliqué, c'est dans le nom. Hein. En fait, ça regroupe des guildes pour le gaming. Web3 tout simplement. Et donc les guildes, c'est ceux qui vont propulser finalement le gaming Web3, donc ils vont jouer ensemble, c'est une équipe un peu quelque part, ils vont également promouvoir les jeux, ils vont donner des cours pour les jeux, etc. Bref, c'est tout un écosystème qui tourne autour du gaming et qui va donc démocratiser le gaming Web3. Ensuite, je continue sur les 48 dernières heures, c'est l'Arsenal Fan Token. Ça, c'est toujours pareil, il y en a de plus en plus hein, de tokens comme ça c'est créé par le Chiliz, hein, encore une fois, le token Chiliz qui permet de créer des fan clubs pour des équipes et forcément, il y a une interaction plus forte entre les fans et l'équipe et du coup, les fans peuvent avoir des privilèges, voilà, la couleur du maillot, etc., parce qu'ils font partie de ce fan club. Donc ça se démocratise de plus en plus. Ensuite, on a Ray Network qui a pris 17%. C'est pareil, ça c'est un écosystème qui est sur Ethereum, il est sans frais, il est rapide, etc. On peut donc développer des applications décentralisées dessus. Ensuite, nous avons Kari qui a pris 11%. Donc ça c'est un écosystème regroupant à la fois la data et le paiement. C'est très implanté en Corée du Sud et au Japon. Et donc forcément, donc, le token permet le paiement. Mais en plus de ça, si le client qui effectue le paiement est d'accord pour transmettre ses données et donc recevoir en plus de la pub, alors dans ces cas-là, lui aussi sera rémunéré. C'est un cercle vertueux. Donc ça marche bien, 13%, donc sur les 7 derniers jours, bravo à Kari. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Attention, rouge, on est beaucoup plus risqué là. 801 à 2000, les capitalisations, c'est des petites capis, donc très risqué. Risque extrême, et pas plus de 10% dans votre portefeuille. Allez, Digital Bits, 32%. Pas mal, 32%. 1806e, il a pris 141 places. Donc ça, c'est une blockchain open source qui a été créée notamment pour créer justement des actifs, des tokens autour d'une marque. On peut avoir le token Rakuten TV, par exemple. Vous voyez ? Donc au-delà des tokens, on peut également créer des NFT. Toujours autour d'une marque, c'est souvent ça d'ailleurs, hein, autour d'une marque, ou alors autour de tout ce qui est récompense, points de fidélité, etc. Il y a vraiment tout un écosystème qui a été créé pour faire ce genre d'opération. Et on peut également d'ailleurs créer des stablecoins. La fondation Digital Bits, elle, s'occupe donc de minter ces fameux tokens, de distribuer les fameux tokens et de promouvoir ces tokens. A noter qu'ils ont également développé un wallet pour pouvoir transférer facilement les XDB et également un système de swap qui permet de faire du swap finalement sur la chaîne Digital Bits. Je continue maintenant avec Sperax qui a pris 26%. Ça, j'en ai pas mal parlé de Sperax, hein, parce que c'est une crypto qui est très souvent revenue dans les cryptos à potentiel à la fin des Kaiser News. Sperax, ça propose un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Je pense qu'ils ont tiré des leçons de l'UST, hein, qui était le stablecoin algorithmique original fait sur Terra Luna, qui n'existe plus, on sait tous pourquoi. Donc bref, en tout cas, il y en a maintenant sur Arbitrum, et avec des rewards, je crois, de 10-11% quand même, hein, sur le staking. Et ensuite, on a TXA qui a pris 17%. Alors le TXA, ça, il faut surveiller le TXA. D'ailleurs, je l'ai mis aussi dans mes tokens parce que ça, donc c'est sorti, ça a commencé à être développé en août ou en janvier 2021. Et donc là, il y a le mainnet d'ailleurs qui va sortir là en 31 août 2023. Donc il faut surveiller ce truc-là. Et lui, en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle un HDEX, c'est-à-dire un hybride DEX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent tirer le meilleur parti des
exchanges centralisés et des exchanges décentralisés. Exchange centralisé, c'est par rapport au carnet d'ordre, pour qu'il soit centralisé, etc., pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et les exchanges décentralisés, c'est en créant une couche de règlement décentralisé open source pour pouvoir justement régler, payer n'importe quel actif sur n'importe quelle blockchain, dans la mesure où, évidemment, il existe le fameux carnet d'ordre qui, lui, est centralisé, qui diffuse les transactions. Et donc, l'alpha est sorti, donc on voit vraiment un desk de trading qui est très propre, hein, très bien fait, franchement, je l'ai regardé. Bon, il n'y a pas de données à l'intérieur, mais visuellement, c'est propre. Moi j'aime, hein. Quand c'est simple, épuré et intelligible, moi j'aime bien. Donc à surveiller quand même un TXA. Hein. Ensuite, nous avons Taraxa sur les 48 dernières heures qui a pris 44%. Donc ça, Taraxa, ils ont débuté, je crois, en janvier 2021. C'est un layer 1 qui utilise la technologie BlockDAG, hein, donc la technologie des graphes, donc des directs acycliques graphes, pour ceux qui connaissent. Enfin, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas compliqué. Hein. En général, la blockchain Bitcoin, vous avez des blocs qui sont mis séquentiellement les uns à la suite des autres. Sauf que là, on n'est pas sur une vision linéaire. On est sur plutôt une vision arborescente. Voyez, donc on peut avoir finalement, on a un bloc qui est en parallèle. Donc on a un bloc maître, on va dire, qui peut avoir donc du coup deux blocs juste en dessous, et eux-mêmes peuvent avoir encore deux blocs juste en dessous, etc., etc. Et un bloc peut avoir d'ailleurs deux prédécesseurs, et un bloc peut avoir deux successeurs, vous voyez. Et donc on a donc des blocs qui sont parallèles, et forcément donc on peut traiter plusieurs blocs à la fois, mettre des transactions dans plusieurs blocs à la fois, donc on a beaucoup plus de parallélisme, et donc c'est plus rapide. Voilà, pour la faire courte. Et donc, effectivement, je crois qu'elle est à plus de 5000 transactions secondes, donc ce qui est quand même pas mal hein, pour une blockchain de layer 1. Et donc voilà, on peut donc construire des applications décentralisées dessus, etc. On peut déployer une application Ethereum en un seul clic parce qu'elle est EVM. On peut également être validateur avec un simple Raspberry, donc ça c'est pas mal du tout. Bon, par contre, leur site, hein, franchement, le site, il n'arrête pas de planter. Et ça, je trouve que ça fait vraiment pas pro. Erreur serveur 500, erreur serveur 500, ça c'est le seul truc qui me perturbe. Je comprends pas quand... Voilà, quand on a un produit qui commence à évoluer, avoir un site qui n'arrête pas de planter, c'est un peu dur. Mais bon, voilà, à surveiller quand même celle-ci. Bon, après, on a déjà des technos qui utilisent ça. On a le Phantom, on a Hedera. Donc, bon, est-ce qu'elle vraiment peut se démarquer de ces deux gros mastodontes? Ça, c'est tout, voilà, à voir, à voir. TXA, avec leur système de DEX hybride, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de potentiel que sur Taraxa, mais ça reste mon avis, hein, ça se trouve, c'est pas vrai du tout. Hein. Ensuite, on a STFX, donc ça c'est assez récent, il a pris 32%. Ça, c'était créé en février 2023. Et donc ça, c'est de la DeFi, ou plutôt de la social fi. C'est de plus en plus récurrent, hein, le social, la finance, voilà. Et donc ça, que je vous dise pas de bêtises, ça propose des STV, c'est des mini coffres-forts non dépositaires, c'est-à-dire qu'on garde nos clés, etc. On ne donne pas nos actifs, donc non dépositaires, ça c'est hyper important, de gestion d'actifs à court terme. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, il y a quelqu'un, n'importe qui va dire... alors, je crois que c'est sur un seul actif, hein, accessoirement, je crois, mais à vérifier. Il y a quelqu'un qui va dire, voilà, moi je propose de faire un short perpétuel sur tel actif. Voilà, et je crois que dans tous les coffres, c'est 5000 $ qu'on a. Donc un short perpétuel, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je vais parier à la baisse sur un actif donné, mais sans limite de temps. Alors évidemment, ça va me coûter le temps de tenir ma position, mais voilà, c'est sans limite de temps. Et donc en général, les personnes qui proposent ce type de trade, donc ils vont le faire avec un montant donc du coup assez important, hein, 5000 $. Donc chacun peut investir, je crois que c'est à partir de 100 $, 50 $, ou c'est même pas défini, je sais plus trop ça. Et la personne, donc en général c'est plutôt des traders hein, qui proposent ce type de trade, eux ce qu'ils font c'est qu'ils peuvent utiliser également du levier, vous voyez. Et donc, il y a les statistiques des traders hein, qui proposent combien de fois ils ont gagné, perdu, etc. Je crois que le meilleur, il a dû faire 22 trades gagnants et 2 perdants. Vous voyez, voilà toutes les stratégies. On peut cliquer sur celle qui nous plaît, donc investir dessus. Donc, on peut faire, je crois que c'est des shorts perpétuels, alors avec effet de levier, hein, des longues perpétuelles et des spots. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Hein, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Hein, donc, chaque coffre est un smart contract, bien évidemment. C'est intéressant. Le TXA et le STFX, là, ça peut être pas mal. Et puis on a Sperax, ça j'en ai parlé, notre fameux stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a Energy qui a pris 154%. Ça j'en ai déjà parlé, hein, c'est les fameux nœuds énergie. Voilà, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup le vent en poupe parce que les rewards étaient assez importants. Moi j'ai tout arrêté, ça fait 2 ans. J'en avais pas mal, hein. J'ai tout arrêté parce que ça s'est complètement cassé la figure. Ils ont eu du mal à se renouveler, ils ont laissé végéter le projet. À voir. Bon, après, peut-être que maintenant, ça a vu où c'est tombé, ça peut peut-être que remonter, je sais pas. Dangereux celui-ci quand même. Hein. Ensuite, Wonkly Power, 119%. Ça, c'est une marketplace Web3 et NFT. Et ensuite, on a Lucro qui a pris 46%. Alors ça, il faut savoir, ils n'ont plus de site. Ils n'ont pas de site, il n'y a rien qui marche, c'est le carnage. Pour trouver ce que c'est, pas évident. Mais au final, de ce que j'ai cru comprendre,
Lucro, ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe une plateforme NFT, une plateforme social media et influenceur, un wallet et un métaverse, je crois. Voilà, c'est tout ce que ça recommande, mais il n'y a pas de site, il n'y a pas de roadmap, il n'y a rien, il n'y a pas de white paper, c'est open bar. Pas très sérieux non plus tout ça. Bon, est-ce qu'ils vont le sortir? Alors, il y a une belle vidéo qui est faite, qui est donc sur un autre site que j'ai vu, mais bon, à voir, à voir. Je peux pas vous dire. Il n'y a pas assez de... C'est voilà, c'est toujours compliqué, hein. Il y a une belle vidéo, voilà, on va faire ci, ça, 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 ça. Moi, je trouve ça hyper spéculatif. Il n'y a pas de documents concrets. On peut pas regarder un peu comment ça se passe. La commu, elle est border. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, c'est une commu d'un autre token. Compliqué celui-ci, attention. Allez, je continue maintenant. Donc, nous sommes vendredi. Donc, du coup, analyse des tendances. J'espère que vous êtes toujours là, hein. Analyse des tendances. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, pour rappel, la vidéo est chapitrée. Voilà. Ah, tiens, je vais le dire maintenant. Si vous aimez bien cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires, etc. Comme je dis tout le temps à la fin, et qu'au final, à la fin, il y a toujours un décrochage au niveau de la vidéo, je vous le dis maintenant, comme ça, voilà, si vous avez un peu de temps, mettez un petit commentaire, un pouce. Déjà, c'est top, parce que ça fait une interaction, vous voyez. Et en fonction du nombre d'interactions, le fameux algorithme YouTube met en lumière ma chaîne ou pas. Voici les lumières qui s'affichent en face de vous. Donc, si vous voulez qu'il y ait ce type de lumière qui s'affiche, mettez quelques pouces bleus, commentaires, etc. Ça me fera toujours plaisir. Allez, continuons sur ces très bonnes paroles, ô combien importantes. Catégories, donc on peut voir quoi? Donc, alors, on va aller assez vite sur les catégories, parce que c'est vraiment les tendances. Donc, Layer 1, ça ne change pas. Toutes les plateformes de smart contracts, Ethereum, etc. Évidemment, ça a toujours le vent en poupe. Parce que, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça a pas mal décroché le tout. Ah, c'est vrai que ça a été dur ces derniers temps, donc on est plutôt en bad range, donc forcément quand on est en bad range, bah, oui, ça se voit. Alors ce qu'on peut se dire par contre, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les exchanges centralisés remontent. Incroyable ça. Peut-être que c'est l'effet Binance avec son fameux Launchpad. J'y suis d'ailleurs, je me suis toujours pas, je l'ai pas fait. Non, le BNB, je suis trop, j'ai pas envie de bloquer mes BNB, j'y suis pas allé au Launchpad. Peut-être que j'ai tort, on verra bien. Je verrai plutôt à la sortie du truc, j'essaierai de le trader, mais j'y suis pas allé. Donc en tout cas, je pense qu'il y en a d'autres qui sont allés. Ça peut expliquer pourquoi voilà, les exchanges ont remonté. Alors évidemment, vous allez me dire, non, mais ça a baissé. Oui, mais ça a remonté en niveau par rapport aux autres. La baisse est faible par rapport aux autres. Comme vous pouvez le voir, 1,7, c'est pas mal. Donc ils ont regagné une place. Donc la DeFi, elle, a diminué d'une place. On est à 47 milliards. Ok, 5,8% en moins. Les liquid staking tokens, ça se maintient. Les mêmes coins se maintiennent. D'ailleurs, regardez, 4,5% en plus. Ce sont quasiment les seuls avec le Layer 2 qui ont performé. C'est incroyable. Donc l'Ethereum 2.0 remonte d'une place. C'est vrai que ça cartonne. La gouvernance baisse d'une place. Les NFT, ça stagne. J'aurais même cru que ça allait plus baisser que ça, les NFT, moi. Dis donc. Alors c'est vrai qu'au début, ils étaient là. Maintenant, ils sont là. Mais ils restent quand même à 13 milliards. C'est pas mal. Les Layer 2, ça, moi j'adore, franchement. Et il y en aura encore avec le Shibarium qui va arriver. Le ZK, d'ailleurs, il n'y a toujours pas d'airdrop sur ce truc-là. Pas de nouvelles. On verra bien. Les DEX, ils ont perdu 7% plus que les exchanges centralisés. C'est incroyable. Ok, très bien, prenons acte. Le gaming, 3% en moins. Et l'automatique maker, 3. Ok. Bon, ça reste, il n'y a pas de grosses surprises. Voilà, c'est bon les mêmes quand même. Mais ça, c'est l'effet Dogecoin avec Elon Musk. Alors maintenant, les catégories qui ont le mieux performé. C'est quoi? On a les fan tokens. Donc ça, c'est le Chiliz, etc. C'est vrai que ça, on en voit de plus en plus dans les Kaiser News. Je vous le dis à chaque fois. Tout ce qui est tokenisation des real world assets, forcément, ça c'est pareil, ça a le vent en poupe. Est-ce que ça durera jusqu'au prochain bull run? Faut voir, mais en tout cas, il va bientôt falloir commencer à choisir ses jetons pour le bull run, d'ailleurs. La finance banking, les layers 2 aussi, ils ont très bien performé, on le voit ici. Et les mêmes coins aussi, qui ont bien performé. Donc bravo à ces catégories-là. Pour rappel, l'objectif de ça, c'est de pouvoir par la suite, dans un autre écran qui viendra, pouvoir avoir par catégorie. Alors, il faudra peut-être resynthétiser un peu les catégories. Je vais voir comment on va faire. Mais voilà, essayer d'avoir par catégorie quelques tokens, ça pourrait être pas mal à préparer pour le bull run. On verra bien. On verra comment on va gérer tout ça. Bon, sinon, pour la suite, on a quoi? On a les tokens qui ont été le plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko. Qu'est-ce qu'on peut dire? Roll Bitcoin, les amis. Vous savez, Roll Bitcoin, comme il a bien encore performé, 17% en plus, lui, ça n'arrête pas. C'est vraiment les jeux de paris en ligne, etc. C'est top. Ensuite, on a Centrifuge. Ça, c'est forcément, ça, c'est vraiment le token maître dans tout ce qui est tokenisation.
Donc eux, ils ont pris 4% en plus. Donc on peut investir grâce à ça dans l'immobilier, dans les crédits structurés, etc. Et puis on a Maple aussi qui a été pas mal recherché, 6% en plus. Ça c'est une plateforme de prêt-emprunt, ça met en relation des institutionnels, donc aux besoins d'argent, des sociétés en fait, avec des prêteurs. Et donc on a des rendements aux alentours de 3,5 à 10%. Et il faut savoir, voilà, quand on prête de l'argent, il y a notre adresse qui est scannée pour voir s'il n'y a pas de blanchiment d'argent derrière. Mais à partir de là, une fois qu'on passe, on peut voilà, prêter de l'argent. Et donc, en général, ce sont des entreprises qui ont besoin d'argent. Mais voilà, c'est baqué par des bons du Trésor, etc. aux États-Unis. Donc, ça a l'air assez sérieux. Hein. Ça a l'air pas mal aussi, ça, Maple. Hein. Ensuite, on a Veracity, ça qui a pris 7%. Alors, Veracity, ça, c'est plutôt dans le domaine publicitaire. Donc, ça va proposer quoi? En fait, ça va faire l'interface. Donc, on a les annonceurs. Et on a les éditeurs. Les annonceurs, c'est ceux qui veulent mettre des annonces pour des produits, donc à promouvoir. Et les éditeurs, c'est ceux sur leur plateforme, ils vont mettre les annonces. Ok. Et donc, eux, ils viennent entre les deux. En fait, ils vont mettre une espèce d'interface pour authentifier les personnes qui vont, par exemple, si c'est une vidéo promotionnelle, ils vont détecter s'il y a de la fraude. Est-ce qu'il y a des bots? Est-ce qu'il y a des personnes qui se connectent X fois ou avec des IP un peu bizarres, etc. Donc tout ça va être analysé. Alors il y a un algorithme qui existe, c'est supplanté en plus par de l'intelligence artificielle et ça permet finalement aux annonceurs d'avoir un ROI qui est beaucoup plus intéressant parce que c'est pas biaisé par des fausses vues, des bots, etc. qui finalement, si c'est au clic, au pay par clic, etc., va augmenter forcément le coût alors qu'au final c'est que du vent, donc ça va optimiser le ROI et du coup pour les éditeurs, ce sera un paiement qui sera plus rapide parce qu'on paye en token, il y a tout un cercle vertueux qui a été créé par rapport à ça et c'est vraiment destiné à lutter contre la fraude, les bots, etc. dans les publicités. Arbitrum, bon, c'est le layer 2, je ne vais pas y revenir, j'en ai souvent parlé. Et le Baby Dogecoin qui arrive, les amis, encore. Là, on l'avait oublié celui-ci, il était rentré, voilà, je sais pas. Donc là, ils ont vu qu'il y a Elon Musk qui arrive là-dedans, ils se sont dit, putain, il y a Elon Musk, bon, on va prendre le Doge, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a le Baby Dogecoin, oui, vas-y, on le prend, on le sort du panier, on va le mettre devant, on va voir ce que ça fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, il a perdu 2%, mais voilà, il est bien de plus en plus recherché, encore une fois, effet Musk. Et je vais terminer maintenant, les amis, avec le dernier écran que j'ai simplifié, mais c'est pas encore le top, mais bon, c'est mieux que rien, c'est mieux qu'avant, c'était beaucoup trop fouillis. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est les tokens qui reviennent le plus souvent dans les Kaiser News à date. Donc on peut voir déjà qu'on a 3 Chilis. Hein. Donc comme quoi, le Chili, ça cartonne. Hein. Le Portugal, Gozep et Valencia. Ok, donc ça, je vais pas en parler, vous savez ce que c'est. Le Jim, ça, c'est mon petit meme coin, d'ailleurs, qui est 945. Bon, là, il est reparti un peu dans le bois. Mais bon, il pourrait revenir parce que le concept est intéressant. Hein, c'est créé par une IA. Elle poste elle-même les tweets. Pour chaque tweet, elle va remodeler le personnage Jim qui a été inventé par l'IA pour le mettre dans des situations un peu loufoques, sympas. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Bon, j'ai pris mes profits dessus, donc ça va, mais bon, pas mal, hein, franchement. Donc, MuseDAO, ça, c'est vraiment centré sur la création de DApp qui sont orientés NFT. Donc, il y a une forte communauté, il y a une forte DAO, et c'est elle qui va sélectionner, choisir les projets sur lesquels il faut investir, toujours en rapport un peu avec les NFT. Hein. Et donc, ça permet même de lancer une collection de NFT directement. Le Keystock, ça, j'en ai parlé aussi pas mal. Hein, ça permet de... c'est une plateforme qui permet de créer des quiz games et donc de jouer à des quiz games. Et ceux qui participent à l'écosystème vont être forcément récompensés en rewards. Et ensuite, ici, je vous ai mis quoi? Les pre-sales. Alors, grosso modo, on va synthétiser parce que, bon, vous avez compris le principe. Hein, regardez mes autres vidéos, comment voilà, je me suis débrouillé pour sélectionner les pre-sales. Après, j'ai analysé les métriques d'une pre-sales que j'avais réussi. C'était Love 8 Inu. J'ai gagné 200% de gains. Et derrière, j'ai essayé de réitérer avec d'autres pre-sales. Donc, j'ai essayé de faire pareil avec iDodge. Résultat, j'ai perdu 66%. Alors, pour le moment, je vais vous dire, parce que j'ai conservé 45% de mes tokens. Pour le moment, ils sont... voilà, je n'ai même pas regardé, pour être tout à fait honnête, mais je sais que c'était pas terrible. Mais je ne les ai pas stakés ni rien. Hein. Dès que ça remonte et que, limite, dès que j'arrive même à moins 20, moins 10%, je pense que je m'en débarrasserai. Hein. Comme ça, je vais limiter ma perte. Pour le moment, je suis en perte, mais ce n'est pas une perte qui est avérée, parce que je n'ai pas vendu. Ensuite, donc Digitoad, c'est celle qui arrive là, le 15 août. 15 août, la fin de la pre-sales. Donc ils ont quand même, eux, réussi à engranger 6,7 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme. Ils en sont à 93%, hein, 4, je crois, donc c'est quasiment terminé. En tout cas, tout s'arrête le 15 août. Bon, il faut savoir que ça devient un petit peu poussif maintenant. Donc gain F, ça veut dire gain forecast de mes gains. En fait, c'est prévision de mes gains, 0%. Voilà, je trouve que la communauté à la fin était trop poussive et que je ne suis pas certain de faire des gains là-dessus. On verra bien, et encore une fois, ça dépend. Est-ce que je peux claimer mes tokens avant qu'on puisse les trader? Si je peux les claimer avant de les trader, alors j'ai toutes les chances de faire du gain. Si je peux pas, je pense que c'est mort.
Et n'oubliez pas, hein, si vous partez en vacances et qu'on ne sait pas avant le 15 et que vous avez participé à la pre-sales, n'oubliez pas pour claimer vos tokens de vous mettre en agressif sur le wallet MetaMask pour que vous ayez rapidement vos tokens et que vous pouvez rapidement les trader. Si vous mettez des petits frais de gaz normaux, etc., vous allez prendre 1 heure à avoir vos tokens, c'est ce qui m'est arrivé et au final c'est mort. N'oubliez pas. Hein. Ensuite on a quoi? Wall Street Memecoin, ça par contre j'y crois. Franchement 90% achevé. 21 millions de dollars de récupérés. C'est un truc de ouf. Mais c'est vrai que eux, côté pub, ils sont au top. Il y en a partout. Voilà, il y en a partout. On a tous au moins vu, je pense, ceux qui sont dans la crypto, c'est-à-dire vous, chère communauté, vous avez tous au moins vu, je pense, une pub Wall Street Memecoin. Donc eux, je pense faire 100%. Voilà. En espérant, toujours pareil, pouvoir claimer, etc. Ensuite, donc ça, c'était les petites pre-sales auxquelles j'ai participé avec vous, l'a fait ensemble, c'était sympa. Ensuite, ça, c'est CoinList. Alors, CoinList, on a Arkway. Donc là, sur Arkway, j'ai perdu 40%. J'ai acheté les tokens 20 centimes. Aujourd'hui, ils sont à 10 centimes. Alors, heureusement, j'en ai revendu quand même quelques-uns. Mais c'est toujours pareil. Hein, le token, il est loqué. C'est linear month release. C'est-à-dire que tous les mois, je vais toucher une partie de mes tokens. Maintenant, ils valent plus que 10 centimes. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le genre de truc. C'est pour ça que j'avais mis pas beaucoup là-dessus. Hein, parce que j'aime pas ce système-là. Ça veut dire que là, du coup, on est obligé de garder nos tokens. Un peu comme à iDodge. Donc, ça nous fait des capitaux de placés. On ne peut pas les prendre parce que sinon on perd trop d'argent. Donc on a là, ça végète et ça végète et ça végète. Ça, c'est vraiment le truc que je déteste. Hein. Bon, après, il y avait Néon. Néon, bah, du coup, là, c'est pas pareil. J'ai gagné 25% et j'ai conservé 10% des tokens. Ça, c'était pas mal, effectivement. On a pu rapidement les trader. Tout a été débloqué d'un coup. Ça, c'était pas mal. Et puis, il y a Chainflip qui arrive. Alors là, c'est pareil. Il ne va pas y avoir de rétention au niveau du token. Ça, c'est très bien. Mais par contre, je m'interroge quand même. Parce que, alors ça va être un DEX, un multi-chaîne, cross-chaîne, etc. Pour swapper d'une chaîne à l'autre. Tout c'est pas mal, hein, ça ressemble un peu, je pense, à Jumper, Squid, vous voyez, des choses comme ça. Après, le truc, c'est que je trouve que c'est cher. 1,89 ou 1,83 dollars pour un jeton. Les premiers tours de table, hein, c'était 10 centimes. Il y en a eu plein de tours de table et le dernier était à 50 centimes. Là, c'est 1,83. Alors, c'était je crois, en 2021 ou 2022, je crois. Bon, c'est pas comparable non plus. Mais je trouve ça cher, moi. Bon, je pense que je vais participer, mais vraiment un petit peu, comme Arkway. Hein. À voir. Moi, je trouve ça cher quand même. Bah, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, si vous trouvez ça cher aussi. Hein. Bon, après, il faut être sélectionné, attention, hein, ça se trouve, je vais même pas pouvoir accéder à la vente. Mais bon, à voir. SmartDex, 400%, SmartDex. Hein. SmartDex, super. Hein. Il arrive à se maintenir en cette période tumultueuse. Bon, il a quand même retracé hein, de 8%, je crois, à date, ou 10%. Mais il se maintient quand même, hein, SmartDex. Donc, franchement, super. Donc, je suis toujours sur la vidéo. Ça prend du temps. En fait, je suis vraiment pris entre donc les Kaiser News, la vidéo, plus de l'administratif que j'ai à faire. Donc là, j'ai un petit peu ralenti dans la cadence, mais je pense que la semaine prochaine, ce sera bon pour la vidéo. Et puis, je vous ai mis quand même mes free, parce que c'est les deux vraiment sur lesquels j'ai pas encore... alors là, j'ai pris un petit peu, mais pas beaucoup. Je les laisse encore. Hein. Là, j'en suis à 300% sur mes free aussi. C'est deux concepts. Un SmartDex, c'est contre l'impermanent loss. C'est pour la DeFi. Hein. Et MevFree, c'est contre la Mev. Et du coup, c'est vraiment deux choses qui sont très importantes, je trouve, dans l'univers de la DeFi et qui manquent aujourd'hui à la DeFi. Et donc, ils ont toute leur place. Hein. Ces deux plateformes-là ont toute leur place. Et moi, je pense qu'elles en ont encore un peu sous le pied. Hein. MevFree, c'est vrai que là, j'étais avec des personnes il n'y a pas très longtemps. Elles ont regardé le graphique, ont dit ah non, moi, je ne vais pas là-dedans. Et là, il vient de reprendre 15%. Quoi, vous voyez, donc, alors après, il va peut-être pouvoir reperdre 30%, hein. Mais c'est des très très bons projets, quoi qu'il arrive. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Hein. Après, bon, voilà. Pour le reste, n'oubliez pas que même s'il y a des SmartDex, des MemFree, des Chainflip et autres, il n'y a aucune société qui m'a contacté pour proposer je ne sais quel montant pour afficher leur token. Il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo. Et dans ces vidéos, dans les Kaiser News, il n'y a eu aucun sponsoring depuis le début. J'ai été très clair avec ça depuis le tout début, bien avant la loi sur les influenceurs, je précise quand même. Donc, il n'y a pas de sponsoring. Donc, tout ça, ça vient de recherche, de calcul, d'analyse. Et ça sera toujours comme ça dans les Kaiser News. Voilà. Donc, ça a le mérite d'être clair. Donc, nous sommes vendredi. Le vendredi, j'espère qu'il va faire beau ce week-end. Je ne sais plus trop, mais bon, ça ne pourra pas être pire que ce que c'est là. Donc, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Pour ceux qui sont encore au travail, profitez de votre week-end. Et quant à moi, je vous retrouve mardi pour un Kaiser News Flash. C'est-à-dire un peu plus light qu'aujourd'hui. Allez, bye bye tout le monde!